Il pensait que Yann Morra serait une cible facile, un nouvel étudiant noir boursier du prestigieux Institut Monte Castello, un océan de privilèges se faisant passer pour une école. Renan Albuquerque et ses 4 disciples, surnommés les « intouchables du Plan Alto », régnaient dans les couloirs avec arrogance, humiliation et un silence acquis grâce à de puissants liens familiaux. Ils étaient les héritiers de politiciens, de juges et de magnats intouchables au-dessus des règles. Un après-midi, ils coincèrent Yann derrière le gymnase pour l'initiation classique. Ils s'attendaient à ce qu'il baisse la tête, tremblant, prêt à se soumettre sans combattre. Mais cela ne se produisit jamais. D'un mouvement précis, Yann déviait le coup de Diego Laherda, redirigeait sa force et le laissait étendu sur le trottoir. Les rires s'éteignirent instantanément, la confusion remplaça la certitude, et l'arrogance céda la place à la peur. « L'un de vous cédera le premier », dit Yann d'une voix calme mais menaçante. Puis il se détourna et s'éloigna. Les intouchables ne réalisaient pas qu'il venait de déclarer la guerre au fils d'un officier du renseignement militaire, un garçon entraîné dès l'enfance à lire les intentions dans le regard de son adversaire avant même qu'un muscle ne tressaille, qui avait appris que la patience surpasse la force brute et que la véritable puissance réside dans la connaissance des faiblesses de l'ennemi avant qu'il ne découvre les siennes. Ils avaient engagé un combat contre quelqu'un né prêt à la guerre et, ironiquement, le monde aurait bientôt besoin de lui pour combattre à nouveau. J'aimerais savoir où vous regardez cette série aujourd'hui. Dites-le moi dans les commentaires. Et si ces histoires vous parlent, abonnez-vous dès maintenant, car l'épisode spécial de demain est à ne pas manquer. Le soleil matinal scintillait sur la façade en briques impeccable de l'Institut Monte Castello. Yann Morra se tenait devant l'entrée majestueuse, son sac à dos usé en bandoulière. Il inspira profondément, rajusta sa chemise bleu marine et poussa les lourdes portes enchaînées. À l'intérieur, le couloir de marbre s'étendait devant lui tel un tapis étincelant. La lumière se déversait par de hautes fenêtres, dansant sur le sol poli. Des vitrines présentaient des trophées fanés, des statues dorées et des photos encadrées, tous arborant le même sourire immaculé. Des groupes d'étudiants murmuraient entre eux, leur voix s'apaisant en le regardant passer. Ils sentaient leur regard comme des aiguilles, mais ne détournaient jamais le regard. Son visage exprimait le calme de quelqu'un qui avait trouvé sa voie. « Il le voit », murmura l'un. Pleinement érudit, ajouta un autre. Les paroles de son père résonnèrent dans son esprit, ils verront ta peau avant de voir ton esprit. Qu'ils te sous-estiment. Le bureau était lambrissé de bois sombre. Derrière le comptoir était assise Marty Galvan, la secrétaire blanche d'âge mûr. Elle leva les yeux de son écran, son sourire s'effaça dès qu'elle croisa son regard. « Vous devez être Yann Morra », dit-elle d'un ton sec, digne d'une habituée des séminaires sur la diversité. « Bienvenue à Monte Castello. Voici votre emploi du temps. » En lui tendant le papier, Yann remarqua ses ongles parfaitement manucurés et la distance presque théâtrale qu'elle gardait pour les toucher. Il la remercia poliment et s'éloigna. Son premier cours était un cours de calcul avancé avec le professeur Enrico Salomao. Lorsqu'Yann entra, la salle était presque pleine. Les étudiants se prélassaient à leur bureau avec l'aisance assurée de ceux qui n'ont jamais à faire leurs preuves. Yann choisit un siège libre près de la fenêtre, avançant avec une assurance tranquille. Quand la cloche sonna, le professeur, un homme chauve portant des lunettes à monture métallique, fit l'appel. « Andrade, Barreau, Correa, Albuquerque. Morra. »« Tiens », répondit Yann d'une voix ferme. Un grand garçon blond à la peau bronzée, portant une montre de créateur, se renversa dans son fauteuil, un sourire narquois. « Professeur, je crois qu'il s'est trompé de salle. Les cours de rattrapage de maths sont au bout du couloir, à droite. » Des rires fusèrent dans la salle. Le professeur fronça les sourcils, mais tint bon. « Renan, ça suffit. » Yann ne rit pas et ne baissa pas la tête. Il se contenta de croiser le regard de Renan, calme, intense, intrépide et sans colère. Le sourire de Renan vacilla un instant. Puis le professeur commença le cours d'équations différentielles, en dessinant des formules sur le tableau blanc. Quelques minutes plus tard, il les a mis au défi. « Ce problème arrête même mes meilleurs élèves », a-t-il annoncé avec fierté. « Quelqu'un veut-il essayer ?» Le silence retomba. Le professeur parcourut la salle du regard jusqu'à ce que son regard se pose sur Yann. « Monsieur Morra, puisque vous êtes nouveau, pourquoi ne pas résoudre celui-ci » Yann se leva et se dirigea vers le tableau. Tous les regards étaient braqués sur lui. Il décapuchonna son marqueur, étudia l'équation et commença. Son écriture était nette et précise. Une fois terminée, il remit le capuchon et se tourna vers la classe.
Le professeur cligna des yeux, surpris. Remarquable. Vous avez même trouvé un raccourci que je n'avais pas envisagé. Où avez-vous étudié avant Monte Castello? L'école publique Maria Firmina Das, répondit Yann. Eh bien, il est clair qu'ils ont un excellent programme de mathématiques, a déclaré le professeur, d'un ton mêlant éloge et incrédulité. Du coin de l'œil, Yann vit la mâchoire de Renan se serrer et ses doigts blanchir autour de son stylo. Le reste de la classe le regarda avec un mélange d'étonnement et d'inconfort tandis qu'il retournait à sa place. Un petit mot plié apparut sur son bureau. Il l'ouvrit avec précaution et lut l'écriture soignée et élégante, ils en choisissent toujours un. Soyez prudent. Il leva les yeux, cherchant l'expéditeur, et croisa le regard d'une fille aux cheveux bouclés relevés en un chignon lâche. Sa peau brune et chaude était à peine plus claire que la sienne. Elle lui adressa un hochement de tête à peine perceptible avant de retourner à son carnet. Lara Mendes. Le reste de la matinée resta flou, nouvelle salle de classe, nouveau professeur, la même excitation nerveuse encadrée par les escaliers de marbre. À l'heure du déjeuner, Yann cartographia les frontières invisibles de Monte Castello. L'école n'était pas officiellement ségrégée, mais ses règles tacites étaient omniprésentes, les athlètes se rassemblaient aux fenêtres, l'élite académique se groupait près des points de vente, les artistes s'appropriaient un coin orné de fresques murales et au centre même de la cafétéria se dressait une seule table vide, comme réservée à quelqu'un que personne n'osait approcher. Yann s'en approcha, le plateau en équilibre dans une main. Les bavardages s'atténuèrent tandis qu'il s'asseyait seul. Il déballa son sandwich avec une précision calme, ouvrit un livre et commença à lire, ignorant complètement le regard silencieux qui l'entourait. Soudain, un éclair. Yann leva les yeux et vit Gustavo Braga pointer son téléphone vers lui, souriant tout en tapant rapidement. « J'ai réussi », annonça Gustavo, #érudit bizarre à midi. Des rires éclatèrent à la table de Renan. Yann ne broncha pas. Il retourna à son livre. Dans ce silence, il savait qu'il avait déjà fait plus d'effet qu'eux. Quelques minutes plus tard, Raphaël Cunha s'approcha, une canette de soda tremblante à la main, le tremblement même trahissant son intention. En passant devant la table de Yann, il feignit de trébucher, projetant un liquide brun et collant sur la chemise de Yann et trempant le livre devant lui. « Eh mec, je suis vraiment désolé », s'exclama Raphaël avec une théâtralité exagérée et une fausse inquiétude, prétendant que le déversement était entièrement accidentel. Le silence s'abattit sur la cafétéria. Chacun retenait son souffle, attendant une explosion, un cri, une larme, une réaction impulsive qui confirmerait leurs attentes. Mais Yann repoussa simplement le livre trempé. Calmement, il fouilla dans son sac à dos, en sortit une chemise de rechange soigneusement pliée et l'enfila. Sans un mot, il rangea ses affaires et s'éloigna, le visage impassible, impassible, impassible. En passant devant les toilettes, des murmures s'échappèrent derrière lui. Ce n'était pas ainsi qu'un nouvel élève, surtout un élève noir, était censé se comporter ici. Durant son cours de littérature de l'après-midi, Yann ressentit enfin un soulagement. Son enseignante, Selma Rocha, l'une des rares éducatrices noires de l'école, l'accueillit avec un sourire chaleureux qui semblait empreint de fierté. « Monsieur Morra, j'ai lu votre essai d'admission », dit-elle tandis qu'il prenait place. « Votre analyse de Baldwin était impressionnante. »« Merci, professeur », répondit Yann. Pour la première fois de la journée, un sourire sincère éclaira ses lèvres. Mais le soulagement fut de courte durée. En cours d'histoire, le professeur Antonio Bellotti, un homme blanc en nœud papillon et veste de costume usé, prenait soin d'interrompre Yann chaque fois qu'il parlait. « Monsieur Morra, déclara-t-il d'un ton sermonneur, votre langue vernaculaire urbaine est peut-être acceptable ailleurs, mais ici, à Monte Castello, nous apprécions le portugais correct. » Yann n'utilisa aucun argot, mais se contenta d'acquiescer. « Je suis désolé, professeur. Je vais surveiller mon langage. » Le dernier cours de la journée était un débat sur la politique locale. Renan Albuquet, le fils du maire, était assis au centre du cercle, s'exprimant avec la cadence habituelle de quelqu'un élevé sur les podiums et lors des conférences de presse. « Sous ma direction, » répéta Renan avec une conviction mécanique, « notre ville a connu une augmentation de 12,7% du nombre de nouvelles entreprises. » Quand ce fut le tour de Yann, il se leva lentement et parla sans hâte. « S'il est certes important de promouvoir les nouvelles entreprises, » a-t-il commencé, les données du recensement le plus récent montrent que les inégalités de revenus dans cette ville ont augmenté de 17% sous l'administration actuelle. Les familles des quartiers les plus pauvres ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Le silence enveloppa la pièce.
Le sourire confiant de Renan s'effaça, remplacé par un regard noir. « Et où avez-vous trouvé ces statistiques » a-t-il demandé, feignant l'incrédulité. « Le dernier rapport régional du Bureau national des statistiques du travail » répondit Yann d'un ton neutre. Page 42. La cloche sonna, mettant fin au cours et épargnant à Renan une réplique, mais le mal était fait. À mesure que les élèves sortaient, les rumeurs s'amplifiaient. Le nouveau venu avait publiquement défié le fils du maire avec des faits indéniables. Plus tard, Yann se dirigea vers les terrains de basket derrière le gymnase, espérant un moment de calme avant de rentrer chez lui. Il avait tort. Une voix appela « Salut, le nouveau ». Il se retourna et vit Renan approcher, flanqué de Gustavo Braga et Diego Laherda. Raphaël Cunha et Yuri Pes prirent position de chaque côté, formant un demi-cercle. « Nous avons une tradition ici à Monte Castello », dit Renan, trop chaleureusement pour paraître sincère. « Chaque nouvel élève a droit à une petite farce de bienvenue », ajouta Diego en claquant des doigts. Yann resta sur place et observa leur regard, se souvenant de la leçon de son père selon laquelle les véritables intentions se manifestent avant toute action. « Pas de question », a raillé Gustavo, brandissant son téléphone déjà en train d'enregistrer. Yann ne broncha pas. Il examina chaque visage en silence. Le groupe s'agita, mal à l'aise. Peut-être qu'il a trop peur de parler, ricana Raphaël en s'avançant. Avant que Raphaël ne puisse le toucher, Yann saisit le poignet du garçon, pivota et profita de l'élan de Raphaël pour le déséquilibrer. Raphaël recula, la surprise remplaçant l'arrogance sur son visage. Diego bondit à son tour, mais Yann s'était déjà écarté et avait relâché ses épaules, la posture calme comme si de rien n'était. Puis, d'une voix basse et ferme, Yann dit « L'un de vous craquera en premier ». Il se retourna et s'éloigna. L'équilibre des forces avait basculé d'une manière qu'il ne comprenait pas encore totalement. Derrière le mur du gymnase, m'en observait, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. Les yeux écarquillés, elle ressentait à la fois de la peur et une lueur d'espoir. Ce soir-là, dans sa chambre, Yann fit tourner entre ses doigts une clé USB, l'un des rares objets que son père, Samuel Morra, lui avait laissé 3 mois après les funérailles. L'étiquette indiquait simplement « Sécurité ». Il brancha la clé USB sur son carnet crypté et essaya toutes les combinaisons, date de naissance, code d'identification militaire, ancien nom de famille, rien. Mais il refusait d'abandonner. Son père lui avait appris que la bataille était le dernier recours pour ceux qui perdaient la raison, et que le regard trahissait toujours l'intention avant de frapper, le souffle changeant avant de mentir. Finalement, le lecteur s'est déverrouillé, révélant des dizaines de fichiers principalement des rapports militaires et les journaux personnels de Samuel Morera datant de l'époque où il travaillait dans le renseignement. Un dossier, intitulé « Cible locale », a attiré son attention. À l'intérieur se trouvaient des profils détaillés de personnalités publiques, dont le maire Rodrigo Albuquerque. Soigneusement classés, relevés bancaires, messages privés, photos de surveillance. Ses doigts planaient sur le clavier, se rappelant la voix de son père, l'information, ce n'est pas seulement le pouvoir, mon fils, c'est une responsabilité. Le lendemain matin, à l'Institut Monte Castello, quelque chose avait changé. De petites fissures apparurent sur la façade des Intouchables. Raphaël Cunha fut vu escorté jusqu'au bureau du directeur, pas les secouer, la rumeur disait qu'il avait été surpris en train de tricher à un examen de mathématiques après avoir prétendu que le système en ligne avait bugué. Dans le couloir avant le cours de portugais, Yann regarda Diego Laherda tâtonner sa bouteille d'eau tombée, et il s'autorisa un léger hochement de tête de satisfaction. Ses mains tremblaient visiblement lorsqu'il le ramassa. Plus tard, sur le terrain, pendant le cours de sport, le professeur Otavio Braga prit Diego à part après 3 passes faciles tombées au sol. « Reprends-toi, Cerda » lança-t-il. « Qu'est-ce qui ne va pas avec tes mains aujourd'hui ?» Mais le moment le plus révélateur fut le déjeuner. Renan fit irruption dans la cafétéria, se dirigea droit vers Yann et posa son téléphone sur la table. L'écran montrait la petite amie de Renan en train d'envoyer des SMS à Yann. « C'est quoi ce bordel » demanda-t-il en fixant l'image. « Je n'ai jamais envoyé de SMS à ta copine » répondit calmement Yann en le regardant dans les yeux. « Je n'ai même pas son numéro. »« Alors explique-moi ça. » Renan rapprocha le téléphone. « Je ne sais pas comment l'expliquer » dit Yann doucement. « Mais on dirait que quelqu'un essaie de te faire du mal. Ça vaut peut-être la peine de découvrir qui. » Une lueur de doute traversa le visage de Renan avant que la colère ne l'envahisse. Un professeur s'approcha et Renan dut partir, téléphone à la main. À la fin de la journée,
Yann ouvrit son casier et trouva un mot avec ses coordonnées. La curiosité l'emporta à minuit. Il glissa le papier dans sa poche et se dirigea vers l'entrepôt abandonné à la sortie de la ville. S'approchant prudemment de la porte latérale, il s'apprêtait à frapper quand elle s'ouvrit. « Tu es venu seul, parfait », dit une voix féminine. À l'intérieur, la salle faiblement éclairée abritait 4 étudiants, Sarah Matos, l'ancienne membre discrète de l'équipe de débat, Miguel Tang, un génie de l'informatique, Tena Vasquez, du club audiovisuel, et Dario Nogueira, ancien footballeur vedette, désormais confiné à un fauteuil roulant. Sa silhouette autrefois robuste paraissait fragile, mais son regard brûlait d'intensité. « On t'observe », dit Sarah en lui faisant signe de s'asseoir. « Tu n'es pas comme les autres qui ont essayé de les affronter. » « D'autres » demanda Yann en jetant un coup d'œil à Dario. « J'étais étudiant boursier en football », commença Dario. Tout allait bien jusqu'à ce que j'interroge Diego sur le bizutage. Une semaine plus tard, un accident d'entraînement m'a blessé au dos et a mis fin à ma carrière. Ce groupe s'appelle les 5, expliqua Miguel en tapotant nerveusement sur son ordinateur portable. Ils contrôlent Monte Castello depuis des années. Les enseignants font semblant de ne rien voir. L'administration aussi, ajouta Tena. Ils étaient intouchables, jusqu'à maintenant. Tu as attiré leur attention sans même essayer, dit Sarah. On veut savoir comment. Quel est le plan? Yann prit une grande inspiration. Je dirigerai, mais à une condition, pas de violence, pas de scandale. On ne les affrontera pas de front, on les démantèlera de l'intérieur. Ils échangèrent des regards déterminés. Encore une chose, dit Yann en se levant. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Le visage de Sarah s'assombrit. Après ce qui est arrivé à Alicia, on ne peut plus attendre. Il s'apprêtait à demander qui était Alicia lorsque la réunion prit fin. Ils convinrent de se revoir le lendemain. Ce matin-là, Lara Mendes le trouva dans le couloir avant le premier cours. « On peut parler ?» demanda-t-elle doucement. Ils se glissèrent dans une salle de classe vide. Lara sortit un carnet de croquis de son sac, les mains tremblantes. « Je pense que tu devrais voir ça. » Les pages étaient remplies d'illustrations sombres et minutieusement détaillées, un enseignant poussant un élève dans un casier, le proviseur serrant la main du maire Rodrigo Albuquerque tandis que l'argent changeait de main dans leur dos. « Vous documentez tout ça ?» demanda Yann en tournant les pages avec précaution. « L'art est le seul moyen que je connaisse pour l'exposer, » répondit Lara. Il s'arrêta devant le dessin d'une fillette pleurant seule dans une salle de bain. La légende disait, Alicia a disparu. Qui est-elle, murmura-t-il. Le regard de Lara devint lointain. Alicia Martins était ma meilleure amie l'année dernière. Elle est allée à une fête des 5. 3 jours plus tard, ses parents l'ont retirée de l'école. Sans explication, sans au revoir. Le directeur a dit qu'ils avaient déménagé, mais son frère est toujours scolarisé ici. Leur voiture est toujours garée au parking. Ça n'a aucun sens. Yann ferma le carnet, l'esprit s'emballant. Merci de votre confiance. Cette nuit-là, s'appuyant sur les talents de hacker de son père, Yann s'introduisit dans le cloud de Gustavo Braga. Ce qu'il découvrit le glaça, des dizaines de vidéos classées par date et par thème, bizutage de jeunes de première année, fête de vestiaire, chantage. Elles montraient des humiliations, des bagarres et des crimes bien pires commis à Monte Castello. Les 5 avaient tout orchestré, et Gustavo avait tout filmé. Plus troublant encore, certaines vidéos affichaient le nombre de vues et les prix en réaux. Il ne s'agissait pas seulement de harcèlement, mais d'une véritable plateforme de vente. Yann ne téléchargeait que ce dont il avait besoin, se déplaçant avec une précision calme. Le lendemain matin, alors que les élèves tentaient de consulter le site officiel de l'école, ils furent redirigés vers une vidéo de 30 secondes montrant Renan Albuquerque se moquant d'un concierge handicapé, imitant sa démarche tandis qu'il poussait un chariot de ménage. Un scandale éclata au sein de l'école. À midi, les médias locaux se mirent à l'affaire et Renan fut convoqué au bureau sous prétexte d'avoir été piraté, sa réputation étant déjà entachée. Après le cours, la professeure Selma Rocha a demandé à Yann de rester. « J'ai remarqué que tu passais du temps avec Lara Mendes », a-t-elle dit alors que la salle se vidait. « Est-ce un problème ? » Non, elle a besoin d'une amie. Mais merci de l'avertissement. Je peux gérer ça. Elle l'observa un instant. Cette école protège son héritage, Yann. Sois prudent. Ce qui se passe ici dépasse largement ses murs. Le lendemain,
le conseiller Silas Mendonça a convoqué Yann dans son bureau. « Monsieur Morra, vous avez fait forte impression », a-t-il dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Continuez à vous concentrer sur vos études, bien sûr. Mais Monte Castello offre des expériences qui vont au-delà des manuels scolaires, il s'agit d'apprendre à s'adapter. Tu me dis que j'étais irrespectueux ou non, pas du tout, juste un conseil amical. Ceux qui défient le système ne sont généralement pas les bienvenus ici. » Le message était clair, mais Yann était déjà trop avancé pour faire marche arrière. La semaine suivante, il a fait une présentation informatique sur la sécurité des réseaux. Cependant, lorsque j'ai branché mon ordinateur portable au projecteur, les diapositives n'ont pas voulu s'afficher. À la place, une vidéo de 5 secondes a commencé à défiler. Gustavo Braga forçait un étudiant de première année à boire quelque chose qui le provoquait de violentes convulsions. Le professeur s'est précipité pour l'arrêter, mais il était trop tard, plusieurs étudiants avaient déjà filmé la scène. Dans l'après-midi, la vidéo circulait sur tout le campus. Après le cours, Gustavo coinça Yann près des casiers, le visage rouge de fureur. « Tu te crois si malin, hein » grogna-t-il dans le couloir vide. « Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. » Yann soutint son regard avec un calme assuré. « Je crois que oui, » répondit-il. Pour la première fois, le doute traversa le visage de Gustavo, et le tyran recula d'un pas. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Yann aperçut un SUV noir qui le suivait au loin. Il fit un écart brusque dans une ruelle, puis s'engagea dans une rue parallèle, mais la voiture réapparut quelques minutes plus tard. Quelqu'un l'observait. Son téléphone vibra. Un message de Lara. « Le groupe veut se réunir demain soir, au même endroit. »« Je serai là », répondit-il. La première phase était terminée. Des fissures se formaient. Il était temps de passer à l'action suivante. Lundi matin, les couloirs de l'Instituto Monte Castello vibraient d'une énergie nouvelle. La vidéo du bizutage de Gustavo s'était répandue comme une traînée de poudre pendant le week-end. Des murmures suivaient Yann comme des ombres. « Tu l'as vu tenir tête à Braga ? Il doit avoir des informations compromettantes sur tout le monde. Mon cousin a entendu dire qu'il avait été renvoyé de son ancienne école pour avoir piraté le directeur. » Yann rangea calmement ses manuels, laissant les rumeurs circuler. Elles construisirent un bouclier invisible autour de lui. Laissons-les imaginer. Laissons-les s'interroger. Lara apparut à ses côtés, les cheveux bouclés attachés par des barrettes colorées. « Du jour au lendemain, tu es devenue une légende urbaine, » murmura-t-elle. « La moitié de l'école te voit comme un hacker justicier. L'autre moitié meurt d'envie de voir ce qui se passera quand les 5 riposteront. » Elle jeta un coup d'œil dans le couloir. « Et tu sais qu'ils le feront. » « C'est le plan, » dit Yann en fermant la porte du casier. Plus tard dans l'après-midi, il entra à grands pas dans la réunion du comité technologique du conseil des élèves, Lara à ses côtés. Le silence se fit. Jessica Antoun, présidente du comité et alliée de Renan, leva les yeux de sa tablette. « Nous n'acceptons pas de nouveaux membres en milieu de semestre, » dit-elle sèchement. Yann sourit. En fait, le règlement intérieur du conseil exige que tous les comités restent ouverts aux nouveaux membres dès qu'il y a des sièges vacants. Il déposa un exemplaire imprimé des statuts sur la table, surlignant le passage concerné. « Vous avez 7 membres, la limite est de 12. » Jessica pinça les lèvres, mais protesta qu'un membre actuel devait le parrainer. Avant qu'elle ait pu terminer, Lara prit la parole. « Je le parrainerai. » Même elle parut surprise de son audace. Jessica soupira. « Très bien. Tu es admis. Aujourd'hui, nous allons examiner les allocations budgétaires. » Ce qu'elle oublia, c'est que le comité technologique avait accès à tous les documents numériques des dépenses du conseil étudiant, exactement ce dont Yann avait besoin. Pendant que Jessica s'étendait sur les tablettes et les câbles réseau, Yann connecta discrètement son ordinateur portable au réseau du comité et accéda au disque partagé. Il commença à télécharger les rapports financiers. Quelques heures plus tard, de retour dans sa chambre, il éplucha les données et, en moins d'1 heure, il trouva ce qu'il cherchait, une série de remboursements en double. Renan avait soumis des factures d'équipement répétées, signées par l'assistant de son père. Plus de 15 000 réaux avaient été détournés directement des fonds étudiants. Yann attendit. Le timing était primordial. Mardi, il s'attaqua à Raphaël K., le maillon faible des intouchables. Utilisant des techniques glanées dans les dossiers de son père, il manipula le serveur de l'école pour créer une session de connexion sous le nom de Raphaël, avec horodatage, adresse IP et journaux du serveur correspondant.
La fausse session montrait quelqu'un accédant aux messages personnels d'un enseignant et lui envoyant des SMS de harcèlement. Mercredi matin, Raphaël fut convoqué au bureau du directeur. Il en ressortit pas les tremblants. Le club de robotique suspendit son adhésion le temps de l'enquête. Je n'ai rien fait, protesta-t-il à qui voulait l'entendre, mais son passé de farce et d'inconduite rendait ses dénégations creuses. Le système qui les protégeait commençait à s'effondrer, et Yann Morin n'en était qu'au début. Raphaël étant pratiquement hors jeu, Yann jeta son dévolu sur Yuri Pes, le membre le plus instable du groupe. Contrairement aux autres, Yuri reculait souvent devant leur cruauté, comme s'il les suivait par peur plutôt que par conviction. L'occasion se présenta lors d'une séance d'études à la bibliothèque. Yuri était assis seul, penché sur un livre, regardant nerveusement autour de lui. Yann prit place en face de lui. « Il faut qu'on parle », dit-il doucement. Le regard de Yuri se porta vers la porte. « Tu es fou », murmura-t-il. « S'il la prend, personne ne regarde pour l'instant, mais ils le feront. » Yann se pencha, « Alors tu devras choisir ton camp quand tout s'écroulera. » Yuri jeta un long coup d'œil à son livre, les mains tremblantes. « Tu ne comprends pas. Gustavo a des trucs sur moi ou des vidéos. Il a dit qu'il les publierait si je le contrariais. » Du chantage, murmura Yann. Je m'en doutais. Tu as besoin d'aide. Il glissa un téléphone jetable sur la table. Il y a une application d'enregistrement. Utilise-la au moment opportun. Yuri hésita, puis rangea le téléphone dans sa poche. Et s'il la prend, balbutia-t-il. Trop tard, répondit Yann. Pas avant que ce soit fini. Yann aperçut Gustavo Braga coincer Lara Mans dans la salle d'art après le dernier cours. Regardant par la porte légèrement entr'ouverte, il regarda en silence Gustavo s'emparer d'un des dessins de Lara, un portrait obsédant d'Alicia, les yeux encore voilés par l'ombre du souvenir. Peut-être que tu devrais t'inquiéter davantage pour toi, ricana Gustavo. Lara reprit le croquis. Laisse-moi tranquille. Comment appelles-tu ton nouveau garde du corps? Il est là depuis 2 semaines et il se prend déjà pour le patron. Gustavo jeta un gobelet rempli de pinceaux par terre. Dites-lui de reculer, prévint Lara, juste au moment où l'alarme incendie se déclenchait. Gustavo sursauta, puis le chaos éclata. Professeur et élèves envahirent les couloirs, et dans la confusion, Yann s'éclipsa, les mains encore chaudes après avoir déclenché l'alarme. Le week-end venu, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Diego Laherda organisait une fête au manoir familial, ses parents étant absents, les soi-disant intouchables préparaient un événement grandiose. Sur le téléphone de Dian, un message de Yuri retentit, samedi, 22h. Sur invitation seulement. Parfait, murmura Yann en appelant Miguel. J'ai besoin d'une surveillance. J'ai un drone à vision nocturne, on peut même capter le son en volant près des fenêtres. Génial, répondit Miguel. Et le compte Monte Castello Exposto de Tena compte déjà 500 abonnés. Si quelque chose de bien se passe, on le met en ligne. Le soir venu, Yann se retrouva avec l'équipe dans le garage de Miguel. Des écrans affichaient des images de drones en direct, des scènes prévisibles d'adolescents dansant, buvant, se déchaînant. Mais à minuit, Diego fit irruption dans le jardin, riant aux éclats, entouré de garçons plus âgés. Les relations de mon père dans l'industrie pharmaceutique, dit-il d'une voix traînante, nous ont permis de trouver les meilleures pilules qu'on ne peut pas acheter légalement. Il agita un petit paquet. Miguel et Yann échangèrent un regard triomphant. On l'a eu. Miguel était déjà en train de monter les images. Au matin, la vidéo anonyme était partout. Le visage de Diego était parfaitement net, ceux des autres étaient flous. De retour à la maison, leurs parents les trouvèrent interrogés par le directeur. Diego fut suspendu de l'équipe de football. Lundi, les représailles ont eu lieu. Quelqu'un a placardé une fausse affiche sur le casier de Dian, affirmant qu'il avait été renvoyé pour agression d'un enseignant et lien avec un gang. Le document avait une allure étrangement officielle, le logo, la mise en page, et même les fausses déclarations. Avec l'aide de la professeure Selma Rocha, Yann a remonté l'adresse IP jusqu'à Albuquerque Communicação et Strategia, l'agence de relations publiques de la famille Renan. À ce stade, le conflit n'était plus entre étudiants, mais entre institutions. Ils sont désespérés, murmura la professeure Rocha en regardant un fichier disparaître de son écran d'ordinateur. Et le désespoir est dangereux. Son avertissement s'est avéré prophétique. Le lendemain matin,
la fresque d'Aramante du pavillon des Arts était vandalisée, le portrait d'Alicia Martins était barbouillé de peinture noire, la place des rats est dans les égouts. Alicia se tenait devant l'œuvre défigurée, des larmes silencieuses ruisselant sur son visage. Yann s'approcha lentement. « Je savais qu'il finirait par s'en prendre à moi, » dit-elle d'une voix brisée. « Mais l'effacer, c'est l'effacer à nouveau. » Yann posa doucement la main sur son épaule. « Justice sera faite. » Cette nuit-là, Yann s'est introduit par effraction à l'Institut Monte Castello, utilisant un code de maintenance que Dario avait obtenu auprès d'un concierge bienveillant. Il s'est dirigé directement vers le poste de sécurité, où des caméras ont montré Gustavo Braga, seul après l'entraînement, sortant une bombe de peinture noire de son sac à dos. Yann a copié les images, et ne s'est pas arrêté là. Dans le laboratoire de chimie, il a soigneusement relevé une empreinte digitale sur la boîte jetée et, sous le couvert de l'obscurité, a envoyé une image haute résolution de manière anonyme au directeur, preuve de vandalisme dans l'aile des arts. Le lendemain matin, Gustavo fut convoqué, mais il s'en alla impuni. Son père avait déjà prévenu le conseil scolaire. Une autre faille. Les intouchables n'étaient plus intouchables, et la cause de Yann en inspira d'autres. Bientôt, de nouveaux groupes étudiants se formèrent, certains s'appelant observateurs, d'autres justice étudiante. Leur approche méthodique et non violente ne fit pas l'unanimité. On commença à signaler des pneus crevés sur le parking et des messages de menaces griffonnés sur les casiers. Ça devient incontrôlable, dit Diane à Lara, en regardant les élèves de deuxième année intimider l'un des amis de Renan. N'est-ce pas ce que tu voulais, demanda Lara. Le système s'effondre. Sans direction, la révolution est devenue chaotique et les innocents ont été les premiers à souffrir. Quelques jours plus tard, Yann a utilisé son réseau clandestin pour envoyer un message clair, des preuves, pas de violence. Des révélations, pas de vengeance. Les dégâts se sont atténués, mais la tension est restée présente dans chaque salle et chaque classe, jusqu'aux arrestations. Avec suspicion, Yann et Renan atterrirent dans la même salle de retenue, accusés d'infraction mineure, Yann pour retard, Renan pour avoir utilisé un téléphone pendant un examen. La salle était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge. Le professeur Claudio Nobrega était assis derrière son bureau, ils étaient presque seuls. Pendant près d'une heure, aucun des deux ne parla. Yann lisait un livre tandis que Renan le fixait, cachant des messages sous son bureau. Finalement, Renan brisa le silence. « Tu penses que c'est juste une question de justice. Tu n'es qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. » Yann soutint son regard et lui offrit un léger sourire. « Je vais retourner le plateau. » Lundi, le SUV noir est apparu pour la première fois, garé devant la maison de Diane alors qu'elle partait pour l'école. Mercredi, il l'a suivi jusqu'à la boulangerie, vendredi, il était à la bibliothèque. « Quelqu'un te surveille », dit Lara alors qu'elles rentraient ensemble à la maison, Lara prenant une photo discrète de la plaque d'immatriculation. Cette nuit-là, Yann a transmis l'image à Miguel avec un bref message, « J'ai besoin d'informations ». Au matin, Miguel avait un nom, Damio Rangel, un consultant en sécurité et ancien militaire qui travaille pour des politiciens et des hommes d'affaires, dont le maire Rodrigo Albuquerque, et se spécialise dans la résolution de problèmes. Ils ont fait appel à des professionnels, annonce Yann au groupe caché dans le sous-sol de Miguel. Maintenant, ça change tout, dit Lara, la voix tendue. Nous devrions reculer, suggéra Tena, la peur gravée sur son visage. Ce n'est pas une brute de cour de récréation, a répondu Dario Noguera depuis son fauteuil roulant. Ils s'attendent à ce qu'on cède. On est allé trop loin pour s'arrêter maintenant, insiste Yann. Yann Mora arpentait la pièce exiguë, exprimant ses pensées à voix haute. Bon, on change de tactique, décida-t-il. S'ils me surveillent, on peut s'en servir contre eux. En quelques minutes, le plan prenait forme, Yann allait créer un piège numérique, un faux dossier sur le disque dur partagé de l'école, rempli d'images floues et de fichiers corrompus laissant présager des révélations explosives. À l'intérieur se trouvait un traceur, installé par Miguel Tang, programmé pour envoyer sa position dès que quelqu'un oserait ouvrir le dossier. Cela a fonctionné encore mieux que prévu. Quelques heures après le téléchargement, quelqu'un a accédé au dossier depuis une adresse IP externe au réseau de l'école. Miguel a localisé le signal jusqu'à la Pousada Solar Ouest, en périphérie de la ville, la même où travaillait Damien Rangel. Maintenant, on sait, sourit Yann. Cette nuit-là, alors que Yann étudiait dans sa chambre, il entendit un léger clic provenant du garage. Se dirigeant silencieusement vers la fenêtre comme son père le lui avait appris, il aperçut une silhouette sombre vêtue de noir qui forçait la serrure.
Yann appuya sur un bouton de son téléphone et, instantanément, les projecteurs installés par Samuel Morra illuminaient le garage et le jardin. Les caméras de qualité militaire entretenues par Yann s'allumèrent, diffusant directement sur la tablette de Diane. À l'écran, Damien Rangel se figea dans la lumière crue, le visage exposé. Calmement, Yann composa le 911, il y a un intrus au 1428, rue des Acacias. Il est armé et dans le garage. J'ai tout filmé. 5 minutes plus tard, la police arrivait, mais Rangel avait disparu. Les images restèrent, et Yann les envoya au groupe clandestin avec une seule consigne, gardez-les précieusement, nous en aurons besoin. Le lendemain, une bombe explosa à l'Instituto Monte Castello. Raphaël Knay ne revint jamais, ses parents l'envoyèrent d'urgence dans un internat de Petropolis après que l'administration eut mystérieusement découvert son historique de navigation, harcèlement de camarades de classe, piratage des courriels des professeurs. Le 4e membre des Intouchables était éliminé. En cours de littérature, Yuri Pes s'est présenté avec une lèvre fendue et une joue meurtrie. Lorsque la professeure Selma Rocha lui a demandé ce qui s'était passé, il a marmonné « Je suis tombé de vélo ». Après le cours, Yann l'a suivi aux toilettes. Le visage de Yuri s'est fissuré, les larmes lui ont monté aux yeux. « Mon père, Gustavo, m'a dit que j'étais un traître », a murmuré Yuri en se touchant la joue. La colère brillait dans ses yeux. C'est fini aujourd'hui. Plus tard, Yann a contacté le professeur Selma avec des photos des blessures de Yuri et tout ce qu'il avait découvert. Obligée par son devoir, elle a alerté le Conseil de protection de l'enfance et a contraint l'école à ouvrir une enquête officielle sur la vie familiale de Yuri. Cet après-midi-là, Lara Mans fit irruption dans la bibliothèque où Yann étudiait. « J'ai trouvé quelque chose », alta-t-elle, les yeux écarquillés. Elle glissa un petit sac plastique sur la table. À l'intérieur se trouvait une carte SD qu'elle avait trouvée derrière la grille d'aération du vestiaire des filles en allant chercher sa boucle d'oreille. Après le cours, ils apportèrent la carte directement à Miguel, dont les mains tremblaient lorsqu'il la brancha sur son ordinateur portable. « C'est daté de l'année dernière », dit-il. L'image était granuleuse, mais suffisamment claire. Alicia Martin, droguée et à peine consciente, traînait vers une voiture sur le parking de l'école. « Tu peux affiner ça ?» demanda Yann en se penchant. Miguel activa ses filtres jusqu'à ce que les numéros de plaque d'immatriculation soient nets. Une recherche rapide révéla que la voiture était immatriculée au nom d'Albuquerque Participation Ltda, une société écran appartenant à la famille de Renan. Yann prit une grande inspiration. C'est donc ça qu'il cache. Le groupe a ensuite envoyé anonymement par courriel à chaque membre du conseil scolaire une sélection d'extraits vidéo de la carte SD, accompagnée de tous les documents recueillis et des preuves d'autres abus confirmés. Objet, Instituto Monte Castello, la vérité. La réaction fut immédiate. Le conseil municipal convoqua une réunion d'urgence. Les parents exigeaient des réponses. Le maire Rodrigo Albuquerque organisa une conférence de presse improvisée, niant tout et accusant un réseau de pirates informatiques malveillants. Pendant ce temps, Yann recevait un texto inattendu, « Renan Albuquerque chez moi aujourd'hui à 20h. Juste toi et moi. Parlez comme des hommes, sinon la situation va empirer pour tout le monde. » Lara attrapa Diane par le bras. « Tu ne peux pas y aller, c'est un piège. » « Bien sûr, » répondit Yann froidement. « C'est précisément pour ça que je dois être prêt. » Avec l'aide de Miguel, Yann s'est équipé d'un micro caché et d'une minuscule caméra fixée au col de sa chemise. Il a également installé 3 caméras discrètes autour de la propriété familiale Albuquerque avant de frapper à la porte d'entrée. Le manoir se dressait sur ses 3 étages, d'une grandeur coloniale, surplombant une pelouse parfaitement entretenue. Un employé le conduisit dans le bureau du maire Rodrigo, où Renan l'attendait déjà. Rodrigo, une version plus grande et plus grise de son fils, l'accueillit avec le même regard froid et le même sourire faux. « Monsieur Morra » tonna-t-il en désignant un fauteuil en cuir. « Veuillez vous asseoir. Voulez-vous un verre ?» Il brandit une carafe en cristal contenant un liquide ambré. « Non, merci, monsieur » répondit poliment Yann. Le maire rit doucement et se versa un généreux verre. « Tu es un petit malin » dit-il en s'installant derrière l'immense bureau en acajou. « Admettons que la situation à Monte Castello a dégénéré. »« C'est une façon de le dire » répondit calmement Yann. « Finissons en » interrompit Renan en s'approchant de la fenêtre. « On sait que vous êtes derrière ces fuites et ces machinations. Avez-vous des preuves ?» Yann soutint le regard du maire sans sourciller. Rodrigo se pencha en avant en souriant. « Je t'aime bien, fiston.
Tu as du cran. Mais tu joues un jeu bien plus grand que tu ne le penses. Il but une longue gorgée. Sais-tu combien de scandales j'ai enterrés dans cette ville? Combien de carrières j'ai ruinées? Le Premier ministre dîne chez moi tous les dimanches. Père, murmura Renan avec inquiétude. Laisse tomber, dit Rodrigo. Ce garçon doit comprendre à qui il a affaire. Des gens comme toi se présentent chaque année. Tu te crois unique parce que tu es intelligent, parce que tu as découvert quelque chose de louche, mais au final, les enfants comme toi disparaissent. Parfois littéralement. Un frisson parcourut la pièce. Yann demanda d'une voix basse, « C'est ce qui est arrivé à Alicia Martins ?» L'espace d'un instant, le sourire du maire vacilla, puis réapparut comme si de rien n'était. « Je ne sais pas de qui vous parlez. » Yann a tenu bon. Dehors, les caméras cachées ont tourné. Je crois qu'elle n'était qu'un autre de ces scandales que vous avez enterrés. Attention où vous mettez les pieds, grommela le maire. Toute politesse avait disparu. Vous marchez sur des œufs. Juste une question, dit Yann d'une voix calme mais ferme. Quand vous l'avez amené dans cette clinique appartenant à votre entreprise, avez-vous pensé à ses parents, ou était-ce juste un problème de plus à cacher? Le verre du maire s'écrasa sur la table. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'en sais assez, répondit Yann, et maintenant tout le monde en sait aussi. À ce moment-là, les téléphones de Renan et du maire vibrèrent. Des notifications s'allumèrent sur leurs écrans. Le visage du maire devint blême. « Qu'avez-vous fait » cria-t-il en se levant d'un bond. « Moi. » Yann se leva. « J'étais là tout le temps. » Ce qu'il n'a pas mentionné, c'est que toute leur conversation avait été diffusée en direct dans l'auditorium de l'Institut Monte Castello, où se tenait une réunion d'urgence du conseil scolaire, parents, enseignants, le directeur, tous observaient les aveux du maire concernant la dissimulation, l'intimidation et le crime qui se déroulait devant eux. Renan se jeta sur Yann, la rage crispant ses traits, mais la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Des policiers entrèrent, menés par un inspecteur au visage grave, un visiteur loin d'être anodin. Rodrigo Albuquerque, vous êtes en état d'arrestation, a déclaré le détective, récitant les droits tandis qu'un officier menottait le maire stupéfait. Yann s'est faufilé dans la foule qui s'était enflée devant le manoir. Les carsses de presse klaxonnaient, les journalistes lançaient des questions. Au milieu du chaos, il sentit une main prendre la sienne. C'était Lara, les yeux écarquillés de soulagement. Ça a marché, murmura-t-elle. Ouais, acquiesça Yann en regardant le maire être conduit vers une voiture de patrouille, flashs allumés. Renan se tenait sur le seuil, hurlant comme un fou, le visage déformé par la fureur et la peur. Ce n'est que le début, murmura Yann. À travers la foule, il aperçut Damien Orangel, immobile, trop calme. Le réparateur avait perdu cette bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Le conseil d'administration de Monte Castello était en ruine. Les « intouchables » restants étaient paniqués, et quelque part dans l'ombre, des forces plus puissantes qu'une brute de cour de récréation ou même un maire corrompu remarquaient le garçon qui avait démantelé leur institution soigneusement bâtie. Yann Morera avait tenu sa promesse. Il devait maintenant se préparer à la suite. Rodrigo Albuquerque a parlé de comptes offshore et de fonds de campagne. Dès qu'ils ont compris que je les écoutais, ils m'ont drogué. Alicia a pris une inspiration tremblante. La dernière chose dont je me souviens clairement, c'est de m'être réveillé dans cette clinique. Yann hocha lentement la tête tandis que les pièces du puzzle commençaient enfin à s'emboîter. Ils ne t'ont pas enlevé juste à cause de ce qu'ils ont entendu, ils l'ont fait pour envoyer un message à tout le monde, si tu nous trahis, tu disparais, conclut Alicia avec amertume. La chute de Leandro est survenue dès le lendemain. Les autorités ont découvert un site web clandestin où il vendait des vidéos de canulars violents et des scènes d'humiliation. À l'aube, la police a perquisitionné son domicile et saisi ordinateur et téléphone. Malgré sa minorité, ses délits de diffusion de contenu inapproprié, cybercriminalité et extorsion ont été graves. Il a perdu tout accès à Internet et a été placé sous haute surveillance. Pourtant, lorsqu'Yann l'a croisé plus tard dans le couloir, Leandro semblait totalement imperturbable. Ce n'est pas fini, a-t-il sifflé en frappant violemment Yann à l'épaule. Tu n'imagines pas ce qui va arriver et je n'ai pas été le premier à agir. Le même jour, pendant l'entraînement de football, Caio a craqué lorsque l'entraîneur Bento l'a laissé sur le banc. Dans un accès de colère, il a percuté un coéquipier avec une telle force que le jeune joueur s'est fracturé la clavicule. 3 entraîneurs ont plaqué Caio au sol, le visage crispé de rage.
C'est entièrement sa faute, a-t-il crié en pointant l'école du doigt, alors que Yann se tenait à des dizaines de mètres de lui. Caillot a été suspendu indéfiniment et formellement accusé d'agression, mais la violence ne s'est pas arrêtée là. Quelques nuits plus tard, alors que Yann revenait de la bibliothèque, il entendit des crissements de pneus au coin de la rue. Il percuta la haie d'un voisin au moment même où le pick-up de Caillot s'arrêtait en dérapage, là où Yann se tenait quelques secondes plus tôt. Empestant l'alcool et tremblant de fureur et de désespoir, Caillot dégringola du siège conducteur. « Tu as tout gâché » hurla-t-il en trébuchant vers Yann, jusqu'à ce que des gyrophares bleus illuminent la rue. Une voiture de police en civil, chargée de protéger Yann depuis l'arrestation de Rodrigo, s'arrêta brusquement, et Caillot fut placé en garde à vue pour tentative d'agression et conduite sous influence. 3 des 5 bourreaux initiaux étaient toujours en liberté, mais la chute des « intouchables » avait ouvert la voie à une menace plus insidieuse. Ricardo Gouveia, directeur de l'Instituto Monte Castello, président du conseil d'administration et ami proche de la famille Albuquerque, convoqua une réunion d'urgence pour rétablir l'ordre. Yann n'était pas présent, mais Miguel installa un enregistreur caché. L'enregistrement révéla les véritables intentions de Gouveia, il faut que ça cesse. La crise à Albuquerque est tragique, mais notre priorité est la réputation de Monte Castello. Je propose l'expulsion immédiate de tout élève lié à cette affaire, sans exception. Un conseiller protesta, c'est une école privée, pas un régime autoritaire. Nous avons des règles et des règlements, mais l'enregistrement s'arrêta là. Dès cet instant, Yann comprit que la bataille était contre le système lui-même. Le lundi suivant, 6 étudiants liés à la résistance de Diane Mora ont été expulsés. Aucun n'avait participé aux fuites ou au piratage, mais tous avaient manifesté, en donnant des interviews ou simplement en exprimant leur soutien à la vérité. C'est un avertissement, a lancé Yann au groupe désormais clandestin regroupé dans le garage de Sarah Matos. Soutenez la résistance, et vous perdrez votre avenir. Quelques jours plus tard, le coup le plus dur arriva. Pendant le cours d'informatique de la 2e heure, la police fit irruption dans le laboratoire et arrêta Miguel Tang devant ses camarades. Il était accusé d'avoir implanté un logiciel malveillant dans les systèmes scolaires et d'avoir compromis les données personnelles des élèves et des enseignants. C'est un piège, hurla Vasquez au téléphone avec Yann. Miguel ne ferait jamais une chose aussi imprudente. Bien sûr que c'est faux, répondit Yann. Gouveia nous éliminera un par un. Il demanda à Athéna de récupérer une copie du code original de Miguel sur un disque de sauvegarde, preuve que la signature malveillante présumée ne correspondait pas au style de programmation de Miguel. Cela ne lui vaudrait pas une libération immédiate, mais cela pourrait semer le doute et déclencher un contrôle judiciaire. Pendant ce temps, Lara Manz a trouvé sa propre forme de résistance. Elle a passé 3 nuits enfermée dans son atelier, à peindre une immense fresque murale troublante intitulée La chute des intouchables des masques en porcelaine, à la surface craquelée, flottée au-dessus de silhouettes sombres et liées, maintenues en l'air par des fils d'or attachés à des entités monstrueuses. Sans autorisation, Lara avait accroché la fresque dans le couloir principal de Monte Castello, dans le cadre de l'exposition étudiante. Dès le lendemain matin, les images de son œuvre étaient omniprésentes, réseaux sociaux, blogs culturels, tribunes libres. Les critiques ont loué sa puissante symbolique, tandis que les commentateurs politiques débattaient de son impact concret. Le directeur du cinéma de l'école, Enrico Vasconcelos, a convoqué Lara dans son bureau. Il a exigé des excuses publiques et le retrait de son œuvre incendiaire. Calmement, elle a répondu, ce n'est qu'une peinture. Si les gens font des parallèles avec la réalité, c'est leur interprétation, pas mon intention. Elle a été arrêtée, mais a refusé de retirer la fresque. Plus tard dans la journée, un anonyme a accroché une pancarte à côté, indiquant « Faites un don à la collection permanente de l'Institut Monte Castello ». Cette nuit-là, Yann resta assis seul dans sa chambre pendant des heures. Des feuilles de documents imprimés, des captures d'écran de messages, des notes griffonnées et des enregistrements vocaux l'entouraient. Pour la première fois, le doute s'insinua. Ai-je transformé cette école en zone de guerre, murmura-t-il dans l'obscurité. Son téléphone vibra. C'était un message de Lara, j'ai besoin de parler. Retrouve-moi à la Praçada Sandorina. 20 minutes plus tard, ils étaient assis côte à côte sur un banc en bois, regardant les petits-enfants se balancer sous le clair de lune. J'ai entendu parler de ta crise par Téna, dit Lara sans préambule. Ce n'est pas ce que je voulais, murmura Yann en caressant ses doigts tremblants. Il y a des gens qui sont blessés. Ils étaient déjà blessés, répondit fermement Lara en soutenant son regard. Alicia, Dario, tous les élèves qui ont été expulsés.
La seule différence, c'est que maintenant, ce sont les bonnes personnes qui en paient le prix. Avant que Yann puisse répondre, une voix familière l'appela. Yuri Duprat accourut, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus son épaule. Je te cherchais. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Il les conduisit à quelques pâtés de maison d'un café discret, la cafétéria Sawanto. Dans un coin, un homme aux cheveux gris, portant des lunettes fines et une chemise en lin, feuilletait un livre en sirotant du thé. Professeur Rainer, annonça Yuri, voici Yann Mora et Lara Manz. Le professeur leva les yeux et les observa attentivement. Vous êtes donc les étudiants qui font bouger Monte Castello, dit-il en désignant une chaise vide. J'attends quelqu'un comme vous depuis des années. Yuri a expliqué que le professeur Gilberto Rainer avait enseigné l'histoire ici pendant 2 décennies, jusqu'à ce qu'il ose remettre en question l'influence de la famille Albuquerque sur l'institut. Rainer sourit tristement. J'ai été licencié il y a 3 ans. J'ai découvert un détournement massif de fonds dans le fonds de bourse, l'argent destiné aux étudiants nécessiteux était redirigé vers des comptes appartenant aux héritiers d'Albuquerque. Il marqua une pause. Si vous voulez voir comment tout a commencé, je peux vous le montrer. Laisse-moi deviner, dit Yann. Tu as signalé, et ils t'ont viré. Pire encore, la voix de Rainer s'alourdit. Ils ont ruiné ma carrière. Ils ont inventé des accusations de conduite inappropriée envers des étudiants, aucune accusation formelle, aucune preuve, juste des rumeurs malveillantes. Aucune école ne voulait plus m'embaucher après ça. Mes économies de retraite ont été épuisées par les frais d'avocat pour me blanchir. Ricardo Gouveia, demanda Lara en plissant les yeux. C'est lui qui a orchestré ça. Sans aucun doute, confirma Rainer. Gouveia n'est pas seulement le directeur, c'est le gardien des secrets de l'élite. Il possède des informations compromettantes sur tous les personnages influents de la ville. Yann se pencha en avant, intrigué. Quel genre de terre? Le sourire triste de Rainer s'accentua. De quoi s'acheter une résidence secondaire à Angradoras avec le salaire d'un enseignant, plus une impressionnante collection d'art religieux du XVIIIe siècle. Il sortit une petite clé USB de sa poche et la glissa sur la table. Je rassemble des preuves depuis mon licenciement. Ce n'est pas suffisant pour le renverser, mais avec ce que vous avez découvert, ça pourrait l'être. Yann saisit le volant, ressentant une détermination renouvelée. Ne me remercie pas encore, prévint Rainer. Gouveia est méticuleux, patient et absolument impitoyable. Si tu l'affrontes, assure-toi de ne pas échouer. Sous la maison de Diane, le quartier général du groupe désormais baptisé Opération Archives bourdonnait d'activité. Cartes et chronologies couvraient les murs. Des ordinateurs portables bourdonnaient sur des tables pliantes. Yann, Lara, Tena Vasque, Dario Noguera, Sarah Matos, Yuri Pes et le professeur Rainer se réunissaient chaque soir pour planifier leur contre-attaque contre Gouveia et le système corrompu qu'ils protégeaient. Ils travaillent à l'Institut depuis plus de 20 ans, dit Rainer en montrant une vieille photo de Gouveia enseignant l'histoire. Il est devenu administrateur au moment même où des dons importants affluaient des Albuquerque, des Metz, des Braga. Rien n'est une coïncidence, observa Lara en se mordant la lèvre. Il protégeait ses propres enfants, garantissait des victoires et étouffait des scandales en échange d'influence et de dons. Mais il faut faire plus, insista Dario depuis son fauteuil roulant. Personne ne sacrifie sa carrière pour quelques dons. Il y en a une, répondit Rainer d'un ton sombre. Le défi est de trouver des preuves concrètes. Miguel Tang, assigné à résidence et privé d'accès à Internet, leur manquait cruellement. Pourtant, il avait fait ce qu'il pouvait, remettre des notes en main propre par l'intermédiaire de sa jeune sœur. Un message s'est avéré crucial, vérifier les plans d'origine. Les vieux bâtiments cachent toujours des secrets. Avec l'aide de Rainer, le groupe a accédé aux archives municipales et a exhumé les plans de Monte Castello de 1924. En les comparant aux documents modernes, ils ont remarqué une chose étrange, une pièce du sous-sol figurant sur les anciens dessins manquait dans les archives récentes. Il a été volontairement effacé, dit Yann en traçant les contours de l'espace disparu. Mais il doit exister physiquement. Vendredi soir, munis d'un code d'accès de maintenance fourni par un gardien serviable, ils se sont infiltrés dans l'institut. Guidés par les plans anciens, ils sont descendus au sous-sol, serpentant à travers la chaufferie et les entrepôts, jusqu'à atteindre un mur apparemment solide. La porte devrait être ici, murmura Tena en éclairant le plan avec sa lampe de poche. Yann passa ses doigts sur la surface froide et inflexible, à la recherche d'un indice. Il y a une couture ici, presque invisible, murmura-t-il.
Lara s'accroupit à côté de lui, son souffle n'étant qu'un murmure dans l'obscurité. « J'ai trouvé le mécanisme, dit-elle. Il y a un panneau de maintenance caché à proximité, et il faut actionner les disjoncteurs dans un ordre précis. » Dans un grincement étouffé, le mur s'ouvrit, révélant un passage étroit et poussiéreux. Une odeur de moisi et de papier pourri s'échappait tandis que leur lampe de poche perçait l'obscurité, illuminant des rangées d'étagères remplies de boîtes de classement abîmées, de matériel informatique obsolété, plus inquiétant encore, un centre de contrôle de surveillance complet. Où sommes-nous? La voix de Yuri résonna sur les murs de béton. Les archives, répondit Rainer d'un ton tendu par l'urgence. Et un centre de contrôle bien plus important que la plupart n'oseraient l'admettre. Ils travaillèrent méthodiquement, photographiant chaque document avant de le toucher. Les cartons contenaient des décennies de dossiers étudiants, rapports d'incidents, notes de service et dossiers détaillant les transgressions des familles les plus puissantes de la ville. « Laisse-moi deviner, dit doucement Yanira, connaissant déjà la réponse. Tu as signalé quelque chose et tu as été viré. Pire encore, avoua le professeur Gilberto Rainer d'une voix lourde. Ils ont fabriqué des accusations contre moi, aucune plainte officielle, rien de concret. Les rumeurs à elles seules ont ruiné ma carrière. Mes économies de retraite ont disparu en frais de justice, et depuis, je suis sur liste noire. Il glissa une clé USB sur la table. J'ai rassemblé toutes les preuves possibles. Ce n'est pas suffisant pour le faire tomber. Yann resserra son emprise sur le lecteur. Merci, professeur. Ne me remercie pas encore, prévint Rainer. Ricardo Gouveia n'est pas comme les autres. Il est patient, calculateur et absolument impitoyable. Si nous le poursuivons, il faudra frapper là où ça fait mal. Dans le sous-sol sombre de la maison de Diane, ils se sont baptisés « Opération Archive ». Les murs ont rapidement été ornés de cartes, de chronologies et de photos de l'ascension de Gouveia ou de professeur d'histoire à directeur, le tout grâce aux généreux dons de familles aisées. Ils protègent leurs enfants, a observé Lara, garantit leur succès en échange d'argent et d'influence. Mais il nous faut des preuves tangibles, ajouta Dario depuis son fauteuil roulant. Personne ne risque sa liberté pour de simples rumeurs. L'absence de Miguel se faisait cruellement sentir à chaque obstacle technique, il était assigné à résidence, coupé d'Internet. Sa sœur lui apportait des notes manuscrites, dont l'une contenait la clé, les plans originaux de l'école. En comparant les plans de 1924 aux rénovations modernes, ils découvrirent une pièce cachée, effacée de tous les documents mis à jour. On l'a volontairement effacée, murmura Yann en traçant le contour du bout du doigt. Pourtant, il doit toujours être là. Vendredi soir, un concierge amical leur a glissé le code d'accès. Suivant les plans anciens, ils sont descendus au sous-sol, parcourant la chaufferie et les couloirs de stockage jusqu'à atteindre un mur de béton apparemment solide. Téna, tu as trouvé la couture? La lampe de poche de Lara vacillait tandis qu'elle pointait du doigt. La main de Téna glissa sur la surface jusqu'à ce que ses doigts effleurent une légère rainure. Il tapota et, dans un murmure métallique, le panneau s'ouvrit à nouveau. À l'intérieur, la pièce exiguë était étouffante de poussière et de délabrement. Leur lumière révélait des étagères remplies de vieux classeurs, des tours d'ordinateurs archaïques, ainsi que des rangées d'écrans et d'appareils d'enregistrement. Des archives secrètes, souffla Yuri, et du matériel de surveillance. Rainer se déplaçait avec précaution, prenant des photos avant de manipuler le moindre objet. Les cartons contenaient des dossiers d'étudiants couvrant des décennies, une mine d'informations sur les incidents impliquant les clans influents de la ville. Une autre section regorgeait de documents financiers, preuves de chantage, pots de vin versés à des journalistes, des fonctionnaires, et même des parents qui menaçaient de dénoncer. Mais la pire découverte résidait dans les enregistrements de surveillance. Des caméras cachées filmaient chaque couloir, chaque salle de classe, chaque vestiaire, et même la salle du conseil étudiant. Ils nous surveillent tous, murmura Sarah, l'horreur tintant sa voix. Pas seulement pour observer, corrigea Yann en ouvrant un dossier intitulé « Traditions annuelles ». À l'intérieur se trouvaient des récits minutieusement détaillés de rituels de bizutage bien au-delà de simples farces inoffensives, mais de campagnes systématiques visant à faire échouer les élèves prometteurs. Ce n'est pas un cas isolé, murmura Lara en feuilletant des coupures de presse jaunies. Des centaines de victimes, a confirmé Rainer. Des décennies d'abus. À l'aube, ils remirent tout à sa place, ne prenant que les copies les plus accablantes. Les originaux restèrent intacts, afin de ne pas alerter quiconque de la brèche. De retour dans le salon de Yann, l'épuisement était tempéré par l'euphorie.
Comment pouvons-nous le révéler, demanda Yuri. Si nous divulguons tout d'un coup, ils crieront au scandale, a déclaré Yann. Nous avons besoin d'un récit maîtrisé, d'une histoire construite pièce par pièce, impossible à ignorer. Ils se penchaient sur les dossiers éparpillés, prêts à écrire le prochain chapitre de leur lutte contre la corruption. Forte de son expérience au Club Média, Lara nous a suggéré de commencer par pirater les annonces du matin. Je peux pirater le flux, a-t-elle murmuré, montrer juste assez pour attirer l'attention sans dévoiler l'intégralité de notre jeu. Quelques jours plus tard, alors que les étudiants s'installaient pour les annonces, la bannière habituelle des informations étudiantes s'est éteinte, remplacée par un écran noir. Puis sont apparus des extraits flous de dossiers confidentiels, sur lesquels figurait cette simple phrase, « Plus de vérité, bientôt ». Le chaos s'est emparé de l'école. Les élèves ont couru dans les couloirs en criant. Les enseignants ont échangé des regards inquiets pendant le déjeuner. Le directeur Enrico Vasconcelos a convoqué une réunion d'urgence, qualifiant l'incident de plaisanterie de mauvais goût. Mais le mal était fait. Jusque-là silencieux, les parents ont inondé l'école d'appels exigeants, questions sur d'anciens élèves disparus comme Alicia, allégations de malversation financière. Une coalition de parents politiquement neutres s'est formée, exigeant une audience publique. Le conseil d'administration, déjà ébranlé par l'arrestation du maire Rodrigo Albuquerque, s'est divisé entre les alliés de Gouveia et ceux qui voulaient absolument éviter un nouveau scandale. Ricardo Gouveia a tenté de prendre le contrôle en accusant les étudiants transférés de mener une campagne de diffamation. Ces attaques émanent de ceux qui ne respectent pas les traditions de Monte Castello, a-t-il proclamé. Soyez assurés que nous trouverons les coupables et qu'ils en subiront les conséquences les plus sévères. Ce soir-là, Lara m'appela, affolée, Yuri est parti, Alta TL. Il devait nous retrouver à la bibliothèque, mais il ne s'était jamais présenté. Sa mère ne l'avait pas revu depuis la fin des cours. Un frisson me parcourut l'échine. Quelques minutes plus tard, mon téléphone vibra, un numéro inconnu, un message, une image, Yuri, les yeux bandés et attachés à une chaise. Quand Lara a fait irruption dans ma chambre, les yeux rougis par les pleurs, elle s'en est voulu. Je l'ai entraînée là-dedans, a-t-elle sangloté. C'est ma faute. Non, ai-je interrompu fermement. C'est la faute de Ricardo Gouveia, et celle de celui qui a kidnappé Yuri. Avant que je puisse répondre à la question suivante de Lara, des phares ont brisé ma vitre. Un SUV noir s'est arrêté dans un crissement de pneus de l'autre côté de la rue. Reste ici, ai-je dit à Lara en verrouillant la portière derrière moi. Calmement, j'ai traversé la route déserte en direction du véhicule. Damien Rangel est sorti, le visage impassible dans la pénombre. Il faut qu'on parle, a-t-il dit en désignant d'un signe de tête le parking d'une boulangerie déserte. Les pieds plantés sur l'asphalte froid, je gardais mes distances. Malgré le froid nocturne, Damien ne portait qu'une fine veste, sa façon de signaler qu'il n'était pas armé. « Où est Yuri » demandai-je. « En sécurité pour l'instant » répondit-il d'un ton neutre. « Et ça continuera, si tu fais exactement ce que je te dis. » Ces conditions étaient glaciales, effacer chaque parcelle de preuves que nous avions recueillies, changer d'école, oublier Monte Castello et tout ce qui l'entourait. Fais ça, promit-il, et Yuri rentrera sain et sauf. Refuse, et il disparaîtra à jamais. Et si tu vas à la police, tout cela n'est jamais arrivé et Yuri deviendra un fugitif. J'ai exigé une preuve de vie. Damien a marqué une pause, puis a hoché la tête. Tu l'auras demain soir. Décide-toi d'ici là. Il s'est retourné pour partir, marquant une pause pour ajouter, ce n'est rien de personnel, c'est juste une question d'affaires. Le lendemain matin, j'ai trouvé une clé USB dans mon casier. Elle contenait 2 fichiers, une vidéo récente de Yuri, l'air épuisé mais vivant, et un enregistrement audio qui m'a fait battre le cœur. On y entendait la voix de Gouveia grogner, ce n'est pas pour ça que je t'ai embauché. Damien répondit froidement, parfois, nettoyer exige des mesures extrêmes. Cet enregistrement prouvait que Gouveia avait engagé Damien, mais l'enlèvement était une manœuvre personnelle de Damien, une assurance contre les deux camps. Si Gouveia ignorait où se trouvait Yuri, il pouvait exploiter cette faille. Ce soir-là, après le départ de tous, je me suis glissé dans le bureau de Vasconcelos avec un faux badge de maintenance. À l'intérieur se trouvait la preuve irréfutable, des documents attestant de paiements réguliers à Damien Rangel, et bien plus encore. Des virements enregistrés par la police du quartier général, des journalistes locaux, et même d'anciens parents d'élèves, le tout sous le silence des menaces.
Le réseau de corruption de Gouvéa était plus profond et plus impitoyable qu'on ne l'imaginait. Avec ce dernier élément en main, j'ai lancé la 3e phase. La finale du tournoi de débat du lendemain serait diffusée en direct sur la chaîne éducative locale, vue par les parents, les anciens élèves, les enseignants et même les élus municipaux. Lara, capitaine de l'équipe, devait prononcer le discours d'ouverture. Mais dès qu'elle est montée sur scène, elle s'est effacée et m'a fait signe d'avancer. J'ai inspiré profondément, me suis tourné vers la caméra et j'ai parlé avec une intensité calme. J'ai cité des noms. J'ai décrit les rituels d'intimidation. J'ai montré les dossiers d'extorsion. Puis j'ai fait écouter l'enregistrement de Damian et Gouvéa. Ce n'est que le début, ai-je déclaré, le regard fixé sur l'objectif. La vérité sur Monte Castello ne sera plus jamais enterrée. Les forces de sécurité sont intervenues et ont interrompu la diffusion, mais il était trop tard. Des centaines de personnes avaient déjà suivi la scène en direct. Quelques minutes plus tard, des agents fédéraux ont investi Monte Castello avec des mandats d'arrêt contre Ricardo Gouvéa et des questions urgentes sur l'étudiant disparu, Yuri Pes. La guerre était entrée dans sa phase finale. Il n'y aurait plus de retour en arrière possible. L'école Diane Morra s'est réveillée face à une réalité radicalement différente. Des hélicoptères de presse vrombissaient au-dessus de nos têtes, leurs caméras braquées sur chaque recoin du campus. En contrebas, des rangées de voitures de police bordaient l'entrée principale tandis que les journalistes se bousculaient pour se positionner, réclamant à corps et à cri toute personne assez courageuse pour franchir les grilles. Cette institution, autrefois symbole de privilèges générationnels et de complaisance tranquille, était désormais assiégée. Yann arriva peu avant l'aube, se glissant par une porte de service à côté de Lara Manz. Ni l'un ni l'autre n'avaient dormi. Ils avaient passé la nuit à coordonner leurs conclusions avec les enquêteurs fédéraux, à remonter chaque piste jusqu'à Yuri, tout en se préparant aux conséquences de leurs révélations explosives. Leurs téléphones vibraient sans relâche, élèves, parents, et même les médias nationaux réclamaient des détails. « Tu es prêt ?» demanda Lara en lui serrant la main tandis qu'il s'arrêtait dans le couloir vide. Yann hocha simplement la tête, se forçant. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. À l'intérieur, la tension était palpable. Les enseignants se rassemblaient en groupe chuchotant. Le personnel administratif courait d'un bureau à l'autre, le visage pâle et les dossiers serrés. Au cœur de la scène, Ricardo Gouvéa était assis dans un coin du bureau du directeur, entouré d'agents fédéraux et d'un avocat élégamment vêtu. Lorsqu'il aperçut Yann par la fenêtre, son visage se crispa de rage, mais à cet instant précis, un agent lui glissa une enveloppe. Ses couleurs s'évanouirent instantanément, une assignation à comparaître fédérale. « Mon père a dit que le FBI était déjà en charge de l'affaire », murmura Saint-Ramato en apparaissant à leur côté. Ils accusent de trafic d'influence, d'implication de mineurs et même de fraude au Bureau national des statistiques du travail. À la sonnerie du premier cours, la routine matinale s'est effondrée. Un groupe de terminale est entré dans la cour, brandissant des pancartes artisanales, plus de secret, justice pour Alicia, et les a brandis. Bientôt, 50, puis des centaines d'élèves les ont rejoints, leur silence se transformant en un front uni et puissant. Le directeur Enrico Vasconcelos a dévalé les escaliers en trombe. Ce rassemblement est interdit. Retournez immédiatement en classe, aboya-t-il. Vos menaces ne fonctionnent que quand on a encore quelque chose à perdre, rétorqua Dario Nogueira en poussant sa chaise vers l'avant. Mais vous nous avez déjà pris ça. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. D'autres étudiants sortirent du bâtiment, gonflant la manifestation pacifique. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Gouvéa était interrogé par le gouvernement fédéral, et que des décennies de chantage et de dissimulation étaient enfin dévoilées. Lara grimpa sur un banc et éleva la voix pour que tous les élèves l'entendent. Il ne s'agit pas seulement de nous 5. Il s'agit de nous tous, de tout un système qui protégeait les agresseurs et réduisait les victimes au silence. Il s'agit d'Alicia, de Dario et de tous ceux qui sont écrasés par l'indifférence des adultes. Une acclamation s'éleva, résonnant dans le quadrilatère comme un battement de cœur. Cela pourrait devenir incontrôlable, murmura Yann. C'est peut-être exactement ce qui doit arriver, répondit fermement Lara. Leur énergie s'est rapidement transformée en action, les étudiants en ont peint des banderoles portant le nom de victimes connues, Dario a mobilisé l'équipe d'athlétisme dont beaucoup avaient souffert de la brutalité de Cunis et Sarah a lancé une plateforme en ligne permettant de signaler anonymement les abus passés. À midi, plus de 300 élèves avaient quitté les cours pour se joindre à la manifestation. Les parents sont arrivés, certains en signe de solidarité,
d'autres exigeant des réponses. Les équipes de presse, déjà sur place pour l'enquête Gouvéa, ont filmé chaque instant en direct. En désespoir de cause, le directeur Vasconcelos ordonna à la police militaire de disperser la foule. Mais le mouvement avait dépassé les murs de Monte Castello, et personne ne bougeait. Lorsque les policiers arrivèrent enfin, ce n'était pas pour arrêter des étudiants, mais pour remettre de nouvelles assignations à comparaître au personnel de l'établissement. Un policier, visiblement ému, informa le directeur que, compte tenu des graves accusations criminelles portées contre l'administration, cette manifestation pacifique était protégée par la loi. Alors que les ombres de l'après-midi s'allongeaient, un SUV noir s'est approché de la foule. Damiao Rangel en est sorti, le visage tiré et le regard lourd. Derrière lui, Yuri est apparu, épuisé mais indemne. Un soulagement a parcouru les étudiants. Yann et Lara ont couru pour le rattraper avant qu'il ne s'effondre dans leurs bras. Il m'a juste laissé partir, halta Yuri en tremblant. Pour la première fois, le sang-froid de Damiao se brisa. Ça ne valait pas la peine d'aller en prison pour enlèvement, dit-il doucement en croisant le regard de Yann. Ricardo a essayé de faire de moi le bouc émissaire. Il glissa une clé USB dans la main de Yann. Tout ce que je sais des noms que tu n'as pas encore découverts. Avant que Yann puisse parler, la police s'est approchée. Damiao a levé les poignets pour les menottes sans résistance. Tandis qu'il l'emmenait, il a crié « Vérifiez le dernier dossier ». Il va au-delà de Monte Castello. À l'intérieur de ce disque dur se trouvaient des preuves accablantes, non seulement l'étendue du réseau de chantage de Gouvéa, mais aussi l'emplacement d'un serveur de sauvegarde caché, stockant des décennies d'images de surveillance, secrètement conservées dans l'entrepôt d'une société écran. Yuri étant sain et sauf et les autorités fédérales aux commandes, les fausses accusations de Miguel Tange furent abandonnées lorsque Tena Vasquez produisit les journaux du code source original prouvant que le malware n'était pas de lui. Libéré de son assignation à résidence, Miguel se lança immédiatement dans l'enquête. Tout est là, dit-il, ses doigts parcourant l'écran tandis que ses camarades se rassemblaient autour de lui. Pendant 20 ans, des couches de dissimulation avaient protégé un système fondé sur des pots de vin, des vidéos de bizutage approuvées par le conseil d'administration et des courriels glaçants cataloguant les élèves à exploiter et ceux à préserver pour la réputation de l'école. Les révélations les plus troublantes détaillaient comment des familles aisées achetaient l'immunité de leurs enfants. Maintenant, enfin, chaque vérité cachée était mise à nu. Lorsque le scandale a éclaté sur la scène nationale, d'anciens élèves ont commencé à raconter leurs propres histoires d'abus, certaines remontant à des décennies. Un recours collectif a été intenté par les parents d'Alicia Martinez. Sa mère, la voix étranglée mais résolue, a déclaré à la presse « Ma fille a été droguée, kidnappée et séquestrée pour protéger des hommes puissants. » Combien d'autres enfants ont souffert alors qu'on nous disait que c'était normal? C'est fini maintenant. Sous une pression croissante, Ricardo Gouvéa a tenté un dernier coup désespéré. Au cœur de la nuit, des caméras de sécurité l'ont filmé alors qu'il tentait de fuir son manoir avec des valises remplies d'argent liquide et de documents compromettants. La police, déjà à ses trousses, l'a appréhendé dans le garage, et l'image du réalisateur respecté menotté est devenue historique. Depuis le terrain de sport de l'école, Yann se souvint des paroles de son père, pas besoin d'avoir ses règles quand on a une vision. Dans les jours qui suivirent, le cercle des 5 hommes se décomposa. Leandro Silveira, déjà sous enquête préliminaire pour ses vidéos clandestines, fut officiellement inculpé de multiples crimes. Raphaël Kuhn fut retrouvé hors de l'état, apparemment hospitalisé après une dépression nerveuse. Komunis fut condamné pour agression sur le terrain et pour l'agression de Yann. Yuri P.A., désormais libre, apparut comme un témoin clé. Seul Renan Albuquet était porté disparu. Sa disparition était la dernière ombre de la corruption. Puis, un soir, un message anonyme est arrivé à Morra, « Vous avez peut-être fait tomber l'école, mais il ne s'agissait jamais que de l'école. » Le message s'est terminé par des coordonnées GPS et un rendez-vous nocturne. En le partageant avec Lara Mendes, ils ont tous deux compris que c'était un piège. « Après tout ce qu'on a traversé, tu ne peux pas l'affronter seul, » a-t-elle insisté. « Je sais, » a répondu Yann, « mais j'ai besoin de savoir ce qu'il veut dire. » Ils ont donc convenu qu'ils partiraient, sous la surveillance à distance de Miguel Tang et avec des agents postés à proximité, prêts à intervenir. Ce soir-là, Yann se rendit au vieux hangar à bateaux abandonné de Palm Lake. Là, assis seul au bord du quai, se tenait Renan, pas de costume coûteux, pas de garde du corps, aucune trace de son arrogance passée. Il paraissait plus petit, déconnecté de la réalité. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, dit-il sans se retourner.
J'ai failli ne pas venir, admit Yann en gardant ses distances. Renan croisa enfin le regard de Yann, vide et las. Je croyais vraiment être le héros de cette histoire, le fils du maire, protecteur de l'ordre, gardien de la tradition. C'est ce qu'on m'a appris à être, spécial par-dessus tout. Il eut un rire amer. Mais maintenant, je vois que nous n'étions que des pions dans le jeu de quelqu'un d'autre. Sortant une enveloppe de sa poche, Renan la glissa entre eux. Mon père ne se contentait pas de diriger cette ville, il obéissait à des gens bien plus puissants, des gens qui utilisent des écoles comme Monte Castello pour préparer la prochaine génération d'eux. Je ne sais même plus comment les appeler, collaborateurs, soldats. Il leva les yeux. J'ai trouvé ces noms, ces témoignages, ces relations dans son bureau avant la saisie fédérale. Les yeux de Yann s'écarquillèrent. Pourquoi me donner ça? Parce que tu es le seul à pouvoir en faire quelque chose, dit Renan en se levant d'un pas chancelant. Et parce que j'ai besoin de croire que quelque chose de bon peut naître de tout ce chaos. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Ils vont venir te chercher, maintenant bien plus dangereux qu'une brute de cour de récréation ou un politicien de petite ville. Prends soin de toi, Walker. Puis il s'éclipsa dans l'obscurité. Le lendemain matin, Yann a reçu une autre enveloppe, contenant cette fois une acceptation officielle de l'Université fédérale d'Ouro Preto, l'une des institutions les plus prestigieuses du pays, ainsi qu'une invitation au sommet national du leadership des jeunes, entièrement financée. Félicitations pour votre engagement civique, pouvait-on y lire, signé par le docteur Rim Honorio, un ancien agent de renseignement qui aurait travaillé avec le père de Diane il y a des années. Quelques instants plus tard, Lara fit irruption dans le couloir, serrant une enveloppe identique. Toi aussi. Yann hocha la tête, l'esprit bourdonnant. Il y a quelque chose de bien plus important en jeu que Monte Castello, dit Lara, et pour la première fois depuis des semaines, Yann s'autorisa un sourire sincère. Alors on continue à se battre. 6 mois plus tard, Monte Castello était méconnaissable. Les clans élitistes, les privilèges tacites et les rituels secrets avaient disparu. Les salles de marbre brillaient encore, mais résonnaient désormais de voix diverses. La directrice par intérim, Selma Rocha, a mené des réformes radicales, davantage de bourses, des canaux de signalement anonymes et un comité mixte d'étudiants et d'enseignants chargé d'examiner les mesures disciplinaires. Un matin de printemps, toute l'école s'est rassemblée sur la pelouse pour l'inauguration d'un simple mémorial en pierre portant les noms de ceux qui avaient souffert sous l'Ancien Régime. Alicia Martinez s'est avancée pour prendre la parole, ses cheveux au burn illuminant le soleil. Pendant des années, le silence a protégé les puissants, a-t-elle déclaré. Ce mémorial rend hommage à ceux qui ont été réduits au silence et célèbre ceux qui ont osé s'exprimer. Il nous rappelle qu'aucun système n'est immuable lorsqu'un nombre suffisant de personnes réclament justice. Au dernier rang, Yann observait en silence. Depuis le scandale, il avait choisi de travailler en coulisses, il préférait relier les points, élaborer des stratégies dans l'ombre plutôt que de se prélasser sous les projecteurs. Alors que la cérémonie se terminait et que la foule commençait à se disperser, une silhouette familière s'approcha de l'autre côté de la pelouse. Sous le pin centenaire, Renan Albuquerque se tenait debout, les mains dans les poches d'une simple veste, loin des vêtements de marque qu'il portait autrefois. La fortune familiale avait été presque entièrement confisquée et son prestige s'était évaporé, mais il paraissait plus léger, plus apaisé. On a chacun joué notre rôle, dit Yann d'un ton égal. Certains mieux que d'autres. Renan observa le campus transformé. Avant, je pensais que le pouvoir consistait à vous faire craindre. Maintenant, je commence à croire que c'est autre chose. Comme quoi, demanda Yann. Comme ce que vous avez fait, déplacer des pièces d'échecs pendant que tout le monde était distrait par les pions. Ils se turent, 2 survivants d'un jeu cruel qui les avait transformés à jamais. Alors, éminent, dit finalement Yann, qu'allez-vous faire maintenant? Yann a demandé, et toi? Renan haussa les épaules. Université publique le semestre prochain. Peut-être faculté de droit plus tard. J'aimerais faire valoir mon nom de famille. Yann hocha lentement la tête, conscient qu'ils avaient tous deux enfin fait leur choix. D'un bref signe de la main, Renan se retourna et s'éloigna, laissant Yann seul avec ses pensées. Quelques jours plus tard, la lettre de Lara à la presse est parue sous la forme d'un article d'opinion intitulé « Portrait du pouvoir », dans lequel elle décrit la transformation de l'Institut Monte Castello. Elle ne nomme personne, mais rend hommage à ceux qui ont osé s'exprimer alors que le silence aurait été plus facile, et remet en question les systèmes qui ont permis tant d'abus. Ces propos se sont répandus comme une traînée de poudre.
Les principaux médias et des universitaires respectés ont repris l'affaire, et Lara, autrefois cachée dans l'ombre de la salle d'art, a commencé à être interviewée sur les réformes structurelles et le leadership étudiant. Elle a géré la situation avec grâce, détournant toujours l'attention vers le mouvement collectif plutôt que vers elle-même. Pendant ce temps, le livre du professeur Renato Gadella, La machine à héritage, comment les écoles d'élite fabriquent du pouvoir, a grimpé en tête des ventes. Bien que les noms aient été modifiés et certains détails atténués, tout lecteur attentif a pu reconnaître la véritable histoire de Monte Castello. Par un après-midi gris et silencieux, Yann visita le cimetière du Jardim da Saudade pour la première fois depuis le début de la bataille. Debout devant la simple pierre tombale de son père Samuel Morao, ce porte-parole bien-aimé de la vérité, il murmura, « Maintenant, je comprends. Je vois ce que vous vouliez que j'apprenne de ces dossiers. Vous m'avez appris à écouter, à observer. Vous saviez comment fonctionnaient des institutions comme Monte Castello, vous montiez un dossier jusqu'à ce qu'il ne puisse plus vous réduire au silence. » Il déposa une rose blanche au pied de la pierre. Une pluie fine se mit à tomber, tel un fin rideau le séparant du reste du monde. À cet instant, il ne ressentit pas de fantôme, mais un héritage. Puis arriva la lettre d'admission de l'Université fédérale d'Ouro Preto, l'invitant au sommet national des jeunes leaders. Le programme promettait des contacts avec des militants de tout le Brésil qui s'attaquaient à leur propre système corrompu. Yann hésita, mais lorsqu'il découvrit que son père avait autrefois dénoncé un stratagème similaire dans une autre institution pour être réduit au silence avant même d'avoir terminé son rapport, sa décision fut scellée. Chaque dossier méticuleux, chaque document crypté, même la méthode de préparation silencieuse et sans hâte de son père, tout cela indiquait la même guerre, menée dans une tranchée différente. De retour à Monte Castello, des réformes significatives furent mises en œuvre, de nouveaux protocoles de signalement, un environnement plus diversifié et accueillant, et des couloirs toujours aussi rutilants, mais désormais animés par de nombreuses voix différentes. Leur combat n'avait pas été vain. Des experts en politique éducative ont cité l'affaire Monte Castello lors d'audiences publiques appelant à un renforcement de la surveillance des établissements privés. Des juristes ont débattu de l'impact du scandale sur la responsabilité des administrateurs. De cette étincelle est né un mouvement. Des étudiants de tout le pays se sont connectés via des plateformes sécurisées, partageant des stratégies de signalement, proposant une assistance juridique et formant un réseau bien plus vaste que celui d'un seul campus. L'ancien groupe clandestin de Monte Castello est devenu le noyau fondateur de la « Vigile de résistance », une coalition de jeunes déterminés à dénoncer la corruption systémique du système éducatif brésilien. Leur site web offrait des outils de signalement anonyme, une assistance juridique et des forums sécurisés où les étudiants pouvaient partager leurs histoires, trouver du soutien et nouer des alliances. La veille de son voyage à Ouro Preto, Yann reçut un colis inhabituel, une enveloppe Kraft manuscrite sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte avec ses coordonnées, une petite clé de coffre-fort et un mot de l'écriture si reconnaissable de son père, « Tu as réussi le premier test. Le vrai jeu commence maintenant. » Ce qui s'est passé à Monte Castello n'était qu'un symptôme. Suis ces coordonnées quand tu seras prêt, mon fils. Yann resta figé. Son père avait orchestré cette dernière mission à un héritage qui attendait encore d'être pleinement révélé. Le lendemain matin, Yann et Lara montèrent dans le train pour Ouro Preto. Ils roulèrent en silence, tous deux accablés par tout ce qu'ils avaient vécu et par ce qui les attendait. En quelques mois seulement, ils étaient passés du statut d'étudiants isolés et déplacés à celui de personnages qu'ils ne pouvaient plus nommer. Alors que le train approchait du campus universitaire, Lara rompit le silence. « Sommes-nous prêts pour ça ? Quoi que cela signifie ?» Yann toucha la sangle de son sac à dos, où il avait caché la carte et la clé. Il pensa aux mots à ce qui pouvait exister au-delà de Monte Castello et murmura « On n'a jamais été aussi près ». Ils pénétrèrent dans la grande salle où se tiendrait le sommet, remplie de jeunes venus des quatre coins du Brésil, unis par un seul objectif, transformer les institutions de l'intérieur. Alors que les portes se refermaient derrière eux, une voix féminine claire et assurée retentit « Bienvenue à la résistance ». Yann se tourna et vit une femme au regard perçant et à l'assurance inébranlable. « Je suis le docteur Harrison. James était mon collègue et son père était notre ami. Nous vous attendions. » Elle lui tendit la main. Dans ce geste, Yann ressentit non seulement un accueil chaleureux, mais aussi le poids d'un nouveau chapitre. La donne avait changé. Les pièces étaient sur un autre échiquier. Les enjeux étaient plus importants, mais la mission restait la même, mettre en lumière ce que le pouvoir s'obstine à maintenir dans l'ombre, demander des comptes aux puissants, résister et, surtout, ne plus jamais se taire.
Combien de fois avons-nous senti la vérité menacée d'être enterrée jusqu'à ce que quelqu'un trouve le courage de parler? Cette histoire ne se limite pas à une école, elle parle de structures bâties sur le silence. Elle parle de jeunes qui choisissent de s'exprimer alors que toutes les forces conspiraient pour les réduire au silence. Si vous croyez que le véritable changement commence par de petits actes de résistance par des voix qui refusent de se taire, cette histoire est aussi la vôtre. Laissez un commentaire avec la ville ou le pays d'où vous regardez l'émission. Aimez si vous pensez qu'aucune institution n'est trop puissante pour être remise en question, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de courage, de justice et de transformation. Après tout, un murmure d'aujourd'hui peut devenir la révolution de demain.